Bonjour Catherine, bonjour Lydia. Alors Lydia, Catherine est une femme dont je suis tombé en amour il y a quelques années en supervision. Elle va joyeusement vers ses 80 ans. Elle a lu mon papier sur l'empathie et elle m'a dit, écoute, c'est gentil, mais c'est vraiment pas facile de rentrer là-dedans. Il va falloir que tu me donnes un peu d'explication si tu veux que je puisse te faire un retour. Lydia, c'est une femme avec qui je travaille, Catherine, et en particulier, on a travaillé sur un modèle de gouvernance que je suis en train de lancer avec un collectif dont Lydia fait partie, qui vise à créer un monde dans lequel on interagisse de manière saine entre humains, en gros, pour faire simple. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire une conférence sur l'empathie au CNFPT, donc chez des fonctionnaires français, et je m'en sers pour vous passer quelques messages pour expliquer mon texte de l'empathie qui est un peu opaque. Hein, voilà, donc je suis content de prendre ce moment pour vous. Je démarre tout de suite en partant sur ce que les gens connaissent habituellement de l'empathie. Et donc, voilà, c'est quoi? C'est s'ouvrir au monde de l'autre. Et donc, je prends cette image et je m'en sers pour dire que une flûte traversière, c'est ce que c'est que d'être traversé par un souffle, d'avoir des doigts qui se posent sur soi, des clés qui s'actionnent et des notes qui sortent, n'empêche qu'elle ne saura jamais exactement comment vibre la clarinette ou la trompette. Et encore, ce sont trois instruments qui sont un peu du même registre, instruments à vent, du domaine classique. Mais si on propose un instrument à vent d'un autre domaine, ça va être plus compliqué. Et si on rajoute le facteur humain, on va avoir vraiment du mal à savoir exactement ce que cette personne est en train de vivre. Alors, je peux faire un effort, je peux me dire, OK, je vais essayer de vivre la même chose que lui, je vais apprendre à jouer de la flûte de pan. Et puis, je vais aller me mettre devant une étendue d'eau dans la nature et je vais essayer de jouer ça. Mais je ne peux pas faire abstraction de qui je suis. Donc, du coup, ça ne sera pas la même chose. Ça risque de ressembler un petit peu à ça, quoi. Vraiment à quelque chose d'autre. Et donc, le but de cette diapo, c'est simplement de poser un énorme point d'interrogation avec l'empathie, qui est je ne sais pas ce que l'autre est en train de vivre et je dois m'en souvenir. Donc l'empathie, elle a deux pièges en fait, qui font que ce point d'interrogation disparaît. Le premier piège, c'est la certitude. C'est-à-dire que je suis tellement collé à ce que je vis à l'intérieur de moi quand je parle avec l'autre que je crois que je sais ce que lui vit. Il vit la même chose que moi. Donc, tac, je me fais piéger dans un des deux pièges où il n'y a plus de point d'interrogation, je suis sûr que je sais. Le deuxième, c'est la confluence ou la fusion. C'est-à-dire que je suis complètement dans ce que l'autre est en train de vivre et du coup, j'ai absolument aucun recul et je ne peux pas ni l'aider ni m'aider moi dans ce qui est en train de se vivre. Dans les deux cas, il n'y a plus le point d'interrogation en fait. C'est vraiment le point d'interrogation qui nous permet de nous décoller de tout ça. Alors, il y a une intention que je place au tout début de la conférence, une éthique, qui est que l'attitude empathique me rappelle en permanence que l'autre existe différemment de moi. Et le monde a besoin de cette constance vigilance, mais pas que le monde du travail, dès qu'on est à plusieurs, on a besoin en permanence de s'en souvenir parce qu'on a tendance à l'oublier. En tout cas, moi, j'ai tendance assez facilement à l'oublier dans le vif de l'action. Alors, je viens d'un milieu de coach, de thérapeute, où l'empathie, c'est presque une injonction. Hein. Il faut être empathique. Et donc, il y a une espèce de complexe d'imposteur à un moment donné. On se dit, mais est-ce que je suis capable d'être empathique? Et que je retrouve beaucoup au travail avec des gens, des managers en particulier, qui ont l'impression qu'ils devraient être plus empathiques avec leurs managers et qui ne savent pas trop ce qui est attendu d'eux. Alors, je rappelle ce que nous disent les chercheurs. L'empathie affective, elle apparaît entre 1 an et 1 an et demi. Donc, vers 1 an et demi, un enfant est capable de ressentir l'émotion d'un autre. Vers 1 an et demi, vous avez été capable, vous avez appris à ressentir l'émotion d'un autre. Vers 5 ans, vous comprenez, vous avez compris l'enchaînement cause-effet. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine émotion qui va apparaître à un moment donné? Et vers 10-12 ans, ce qu'on a appris, c'est à mêler les deux et à distinguer qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'autre, d'où vient cette émotion. Voilà. Donc en fait, cette diapo, elle vise juste à dire, OK, l'empathie, c'est une caractéristique humaine, on y a tous accès. Après, il faut l'activer, la désactiver, la mettre à distance. Ça, c'est selon ce que vous avez envie d'en faire et on va creuser un petit peu. Techniquement, je propose un geste hyper simple qui est la reformulation. Le mot geste, ça vient de mes formateurs en Gestalt qui appelaient ça un geste. Je trouve ça amusant parce qu'un geste, on peut le faire. On peut décider, je vais faire un geste. Donc, moi, j'avais appris une première forme de reformulation, c'était de redire à une personne ce qu'elle venait de nommer.
Et il y a une deuxième forme de reformulation, ça c'est le mode coach plutôt, mais en Gestalt thérapie, ce que j'ai appris, c'est à nommer plutôt ce que la personne est en train de vivre. Et toujours avec le gros point d'interrogation à la fin, toujours en s'intéressant aussi à ce que ça donne à vivre à la personne de m'entendre, de m'entendre lui dire ce que je la vois vivre, ce que je l'imagine vivre. Donc c'est un geste d'amour parce qu'il accueille le vivant de l'autre. Et voilà, c'est tout. Et c'est à ça que ça sert. Alors là, je ramène ma pratique Shikantaza, ma pratique de zen, de bouddhiste, qui est une pratique où je médite en silence. Et c'est une pratique complètement laïque, parce que dans le bouddhisme, il y a un enseignement qui est vraiment précieux, qui est surtout ne croyez pas ce que je vous dis, expérimentez-le et tirez-en vos propres conclusions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retirer d'ailleurs de cette conférence. Surtout ne me croyez pas, essayez et puis voyez ce que ça donne. Et il n'y a pas de croyance extérieure, donc, mais il y a quand même des déités. Alors, une déité, c'est quoi? C'est un espèce de symbole de quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on peut activer. Là, c'est Kanon ou Avalokiteshvara, ça dépend si on est plutôt au Japon, plutôt en Chine ou en Inde, qui a 1000 yeux pour voir la détresse de chacun et 1000 mains pour corriger tout ça. Pourquoi j'en parle là? Parce que moi, quand je suis en méditation, il y a des moments, j'ai l'intuition, j'ai accès à une forme d'évidence, qu'on émane tous du même endroit, on est tous une émanation, une incarnation de la même chose. Et donc, ça me met en contact d'une unicité qui fait que l'empathie, la compassion, ça devient une évidence. Voilà. Donc, c'est pas facile d'en parler d'une manière non ésotérique, mais ça va être la suite de la conférence. La suite de la conférence va me permettre de parler de manière scientifique de ce que je touche intuitivement. Et donc, j'ai repéré des pensées scientifiques qui nomment ça. Et la première pensée que je rapatrie, c'est la pensée d'un poète, qui est Bertolt Brecht, qui dit, dans une traduction que j'ai un peu adaptée ici, du fleuve emportant tout sur son passage, on dit qu'il est violent, mais de la violence des rives qui l'enserrent, nul ne dit rien. J'adore ce rappel permanent. Pourquoi? Parce que moi, quand je reçois de l'intensité de la part de l'autre, une colère, une tristesse, ce que je vais recevoir, c'est son fleuve en creux. Et c'est un moment où ça peut être difficile de m'intéresser à mais c'est quoi, lui, les rives qui l'ont amené ici? C'est quoi son champ de contraintes? C'est quoi qu'il est en train de vivre? Bon, je suis tellement embarqué par ce que je suis en train de vivre que c'est difficile. Et donc, j'ai besoin de faire un effort. J'ai besoin de faire ce geste quand j'y arrive pour me réintéresser à et lui, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Alors, on a fait pas mal de choses. On a révisé l'empathie, on a regardé l'empathie, la compassion. Pour moi, c'est la même chose, hein, ces deux mots. Des fois, il y a des gens qui considèrent qu'il y en a un qui est la facette lumineuse. Souvent, c'est l'empathie en Occident, et puis la facette sombre, c'est on se fait embarquer. Moi, ça, ce sont des conséquences simplement différentes de la même chose. Empathie et compassion, le préfixe en ou con, ça veut dire avec. Et pathie ou passion, c'est pathos, c'est la souffrance, donc souffrir avec, dans les deux cas. Et puis des fois, on se fait embarquer dans les deux pièges que j'ai nommés, et c'est la facette sombre. Et des fois, on peut agir pour le bien de l'autre, et c'est la facette brillante. Alors, on ne va pas s'intéresser qu'à ça maintenant, on va aller un petit peu plus loin, c'est là que ça devient vertigineux. On va regarder comment est-ce que l'empathie peut être au service du processus de la vie. Et en particulier, on va faire un changement de regard, on va faire notre révolution copernicienne. Alors, c'est amusant parce que M. Copernic a fermement prétendu il y a quelques siècles que le centre de notre monde n'était pas la Terre, mais était le Soleil. Et que la Terre tournait autour du Soleil et non pas le Soleil autour de la Terre. Bon, on sait ce que ça lui a coûté, mais ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas sûr qu'on ait fait, nous, notre révolution copernicienne. C'est-à-dire qu'on soit allé tirer les déductions de ce que ça veut dire le Soleil est le centre de notre monde. Pourtant, scientifiquement, on sait maintenant que notre monde ne se limite pas au système solaire et de loin. Ça ne fait rien, on va s'intéresser à ça. Le centre de notre monde, c'est le Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder ce qui vient du Soleil. Pour prendre une vision héliocentrée, c'est-à-dire centrée sur le Soleil et non pas géocentrée, centrée sur la Terre. Ce qui vient du Soleil, c'est de la lumière. Et cette lumière, quand elle arrive sur la Terre, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe sur la feuille. Et sur la feuille, il se passe un truc tout simple qu'on a appris en cinquième,
qui est la photosynthèse. La photosynthèse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de la lumière qui arrive, qui tombe sur la feuille, et poum, elle se transforme en matière organique. Poum. C'est de la photosynthèse. Alors, c'est très rigolo ce mot, parce qu'on a l'impression qu'on comprend ce qui se passe et qu'on le maîtrise. On ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. C'est complètement mystérieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ce mystère qui est que de la lumière se transforme en matière. Ah, puis alors, ça ne s'arrête pas là, parce que la feuille recrache des déjections dans l'atmosphère, c'est l'oxygène. En fait, ça crée l'atmosphère. Et ensuite, la feuille, à la fin de la saison, va se composter et ça va créer la terre arable. Donc, en fait, ce qui est fascinant ici, c'est que on vit dans cette atmosphère, cette zone de mélange. C'est-à-dire que nous, on respire en permanence ces déjections des plantes qui est le gaz. On vit là au milieu. On ne vit pas sur Terre. Hein, j'insiste un petit peu. On n'habite pas la Terre plutôt. On habite l'atmosphère. On vit sur la Terre et on n'habite pas la Terre. On habite l'atmosphère, c'est ce lieu du mélange absolu auquel on ne comprend rien, d'une vie qui prend forme. Si je prends l'exemple sonore de l'atmosphère, si je rentre dans une atmosphère sonore, si nous rentrons dans une atmosphère sonore, un bar, il y a un gros brouhaha, ça vient nous traverser, ça nous englobe complètement, ça nous prend. Et, si je n'ai pas envie d'atmosphère, ben, ça va m'envahir. Et si j'ai envie de cette atmosphère sonore, je vais peut-être repérer des amis à l'autre bout du bar que je vais aider, et puis je vais aller les voir. Puis au bout d'un moment, on parlera fort et je parlerai fort aussi comme les autres, et je vais participer à créer cette atmosphère. Donc à la fois, elle me traverse et à la fois, je la crée. Ça, c'est assez intéressant. C'est le point auquel on arrive. Je vis dans cette zone de mélange et je la génère tout en même temps que j'y suis immergé. Mais c'est pas tout. C'est que et je mobilise un autre artiste pour aller regarder la suite. Et la suite, ça va être autour de comment est-ce que je l'observe. Donc, je me sers ici de Escher, qui, qui a fait ce tableau où on voit un homme qui regarde un tableau, en fait. Et donc, ce tableau, c'est un bateau en mer, manifestement dans une ville portuaire, parce qu'il y a plein d'immeubles. Je ne sais pas trop où on est. Et puis, il y a cet immeuble un peu bizarroïde, un peu carré, avec quelqu'un à sa fenêtre. Et au-dessus, ce petit toit, et puis une galerie de tableaux, ici. Et si on suit la galerie de tableaux, on retrouve dans le tableau notre homme. Donc, notre homme qui était tout à l'heure en train de regarder le tableau, eh bien ici, il est dans le tableau. Donc à la fois, on est dans le monde et à la fois, on observe le monde. Et ça, je trouve que cet artiste l'a dessiné d'une manière merveilleuse. On voit cet homme qui est dans un tableau et en même temps, il regarde le tableau dans lequel il est. Voilà. Bon, bah ça parle de ce qu'on est en train de vivre. Alors pourquoi ce passage un peu perché quand même, hein, parce que on a à assumer la dimension mystère de la vie, de la planète Terre et de la vie qui est ici. Il y a quelque chose qui se passe. Je parlais de la photosynthèse. Ben voilà, c'est complètement mystérieux, donc on a assumé ça. Et puis l'humain aussi, on ne comprend rien. Alors on peut expliquer, oui, il y a un spermatozoïde qui rentre contre une ovule. Bon, ben, on n'a rien expliqué quand on a dit ça. Hein. C'est vraiment amusant comme on se rassure avec des mots, mais en fait, ça dépasse complètement notre intelligence. Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut voir, c'est que notre intelligence touche ses limites. Et donc, on va utiliser l'intuition. Donc, ce sont deux notions de Bergson, l'intuition et l'intelligence, que j'utilise ici. Ce sont deux mots que j'utilise de la façon dont Bergson les a définis. L'intelligence qui est la partie verbalisée, captée de notre monde, et puis l'intuition, une perception plus intuitive, enfin oui, non, une perception plus immédiate et moins verbalisée. Et puis, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je vais me servir là d'un postulat qui est que ce mystère de la vie que nous incarnons, que nous sommes, puisque nous sommes à ce lieu de mélange où tout apparaît, eh ben, on va postuler que c'est un processus en cours qui cherche à produire du bon pour nous. Et c'est assez facile, logiquement, d'en arriver là, vu que c'est nous, le processus de vie, vu que nous le sommes. Donc, on peut se dire qu'effectivement, c'est nous, on va essayer de produire quelque chose de bon pour nous. Et du coup, l'intuition, l'empathie, qu'est-ce que ça devient? L'empathie, ça devient quelque chose qui va nous aider à fluidifier la langue créateur par le seul fait de le vivre.
Alors là, en créateur, c'est quoi? C'est ce processus de vie qui est en émergence permanente. Et on va simplement, la stratégie qu'on va pouvoir aborder ici, c'est simplement le fait de le vivre plutôt que d'essayer de le comprendre, plutôt que d'essayer de l'attraper, plutôt que d'essayer de l'expliquer. On va simplement essayer de le vivre sans immédiatement lui donner du sens, puisqu'on a établi que notre intelligence touchait ses limites. Ça viendra plus tard, ça. Juste. Voilà, alors on a avancé, on a regardé qu'est-ce que c'est que l'empathie, l'empathie et la compassion. On a fait notre évolution copernicienne centrée sur la Terre, on a regardé la posture phénoménologique, et on va continuer, en fait, en allant regarder la place du corps. Et pour regarder la place du corps, je reviens à cette pratique méditative que j'ai de Shikantaza, donc la pratique du zen, de sympathie silencieuse, qui vise, c'est un entraînement en fait à une façon d'appréhender le monde qui soit une façon non pensée, mais au-delà de la pensée, qui est de vraiment percevoir tout ce qu'on est en train de vivre. Et l'objectif de cette pratique, c'est de penser avec notre corps et esprit réunis, mais de continuer quand on a terminé la méditation, de ne pas s'arrêter là, que ce soit une pratique permanente. Et en fait, si je quitte le monde du bouddhisme et que je m'intéresse au monde plus scientifique et en particulier philosophique des phénoménologiques, je vais convoquer M. Merleau-Ponty. M. Merleau-Ponty, il nous dit qu'il y a il nous apporte un concept qui ressemble beaucoup à ce que je vis en méditation, qui s'appelle la corporéité. Donc, selon lui, la corporéité, c'est un corps connaissant. C'est-à-dire que c'est un corps qui, par ses possibilités sensibles, perceptives et phénoménales, fait l'expérience du monde. Oh, c'est fascinant, rien que cette phrase, on peut la lire 18 fois en n'étant pas sûr d'avoir bien compris. Ouais, c'est un corps-esprit, c'est un corps qui perçoit le monde et qui fait l'expérience du monde et qui, ce faisant, devient conscient, conscientise le monde en fait. Donc ça, c'est comment on fonctionne. Si on a envie de faire un monde professionnel qui soit un monde humaniste, un monde centré sur les humains et qui exploite les humains et qui prenne soin des humains, eh bien, il va falloir faire un monde qui tienne compte de ce processus, puisque ce processus, il est humain. Je m'explique ça en passant, mais je reviendrai dessus. Une fois qu'on a vu la corporéité, c'est moi tout seul, mais quand on est deux, il se passe quoi? Il se passe la transcorporéité. Alors la transcorporéité, c'est qu'est-ce qui va m'arriver en présence de l'autre. Donc on a vu qu'il y avait quelque chose qui apparaît, un processus émergent en cours, un processus de vie qui apparaît. Et, et moi, je ne vous l'ai pas dit au début, mais là, je suis vraiment sur mon ontologie. C'est-à-dire qu'il y a l'anthropologie, c'est la conception des humains. Et moi, il se trouve qu'en fait, l'anthropologie ne me fascine pas des masses. Je suis plutôt intéressé par une cosmologie ou une cosmogonie ou une ontologie, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, plutôt ma conception de la vie. Quelle histoire je me raconte autour du vivant qui nous traverse que autour de qu'est-ce que c'est qu'être un humain. Donc, il y a ce gros nuage gris qui est quelque chose qui n'est pas encore incarné, mais qui est là, qui est déjà là, vivant. Et à un moment donné, ça va commencer à se ressentir dans ce petit bonhomme bleu, là, par exemple. Et à ce moment-là, par exemple, quand je suis thérapeute, je peux commencer à ressentir quelque chose. Et si je suis suffisamment serein pour oser ressentir, parce que des fois, c'est déstabilisant ce que je vais ressentir. Ça va peut-être pas correspondre à ce que j'aimerais faire. Mais si j'ose aller à la rencontre de ce que je suis en train de vivre, eh ben, je vais pouvoir le vivre. Et donc, ça va devenir un déjà là non encore conscientisé. C'est-à-dire, pour l'instant, juste je le vis, mais je n'ai pas encore vraiment conscience de ce que je vis. Et puis après, petit à petit, quand je vais devenir conscient de ce que je vis, je vais pouvoir passer en communication, c'est-à-dire que je vais pouvoir nommer ce qui se passe, ou je vais pouvoir le vivre complètement. Et il va se passer quelque chose avec l'autre. Et là, on rentre dans la relation. Et peut-être qu'à ce moment-là, je suis en train de vivre quelque chose qui était bloqué chez l'autre par ses peurs. Et du coup, c'est passé par un autre canal, c'est passé par moi, et donc ça a pu prendre forme. Donc là, on est vraiment dans cette notion poussée à bout chez les gestalt thérapeutes de faciliter un allant créateur par le simple fait de le vivre. Pour ça, il faut quelques conditions. Donc, je vous ai dit, il faut être suffisamment en paix, en sécurité ontologique, pour pouvoir éprouver l'autre depuis le dedans de nous sans se sentir agressé par ce qu'on va vivre. Ça a l'air très simple, comme ça, posé avec des mots peut-être, mais en fait, ça peut être assez effrayant. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dessus.
Alors, pourquoi c'est effrayant? Parce qu'on a des limites psychiques. Donc là, j'ai ce dessin avec petit jaune et petit bleu. Petit jaune, c'est une partie de moi qui est en train de m'apparaître qui ne me plaît pas du tout. Par exemple, quelqu'un est en train de me dire ce qu'il vit de difficile et ça me saoule. J'ai pas envie de l'entendre. Alors c'est peut-être insupportable pour moi de ressentir ça parce que je voudrais être quelqu'un d'empathique, d'attentif. Donc peut-être que je vais lui en vouloir de me mettre dans cette situation, mais je vais pas me rendre compte de ça. Je vais en vouloir parce que ah, mais là, il faudrait que je m'occupe de toi, mais moi, j'ai pas envie de m'occuper de toi, j'ai envie de faire autre chose. Donc, c'est insupportable. Euh, le non-moi, ça peut être. C'est une évolution de moi, en fait. Hein. Mais par exemple, quand je me relève de zazen, de la méditation, des fois, j'ai une jambe morte. Donc, je me relève, ma jambe ne me porte plus. Et c'est pas insupportable du tout. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expérimenté ça et je sais que le sang va revenir et que bientôt, je vais avoir ma jambe. Mais si jamais elle revenait plus du tout, il y a peut-être un moment où ça serait totalement insupportable de me retrouver après un accident avec une jambe en moins, par exemple. Et ça serait extrêmement difficile de m'accepter avec ça. Donc j'aurais du mal à m'accepter. Donc il y a un moment donné, on a du mal à s'accepter avec quelque chose parce que ça nous renvoie une image de nous qui ne nous convient pas. Et donc notre estime de nous, notre estime de moi est dégradée. Puis il y a un processus d'harmonisation qui se fait. Et ce processus d'harmonisation, il permet qu'il y ait un nouveau moi qui émerge. Et donc là, on a petit bleu et petit jaune qui ont fait le petit vert. Et ça s'appelle la fonction personnalité. Voilà. Une autre limite. Donc là, je viens de parler d'une limite. Hein. Quand je parle de ça, c'est il y a un moment donné, il y a une part de moi que je ne vais pas pouvoir percevoir. Donc il y a quelque chose qui se manifeste en moi que je vais bloquer. Je ne vais même pas m'en apercevoir, mais ça va se bloquer. Une autre limite au niveau physique, là, je vais reprendre l'exemple du son. Et je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, c'est que quand je me promène dans les bois, j'écoute les oiseaux. Et en fait, j'écoute pas tant que ça les oiseaux que j'essaie de percevoir à quel endroit je les entends. Et c'est fascinant parce que alors moi, je n'entends rien au niveau de mes tympans. Je ne sais pas vous, euh, mais moi, il ne se passe rien dans mes oreilles. Dans mes oreilles, j'ai appris, c'est là qu'il se passait quelque chose. Et il y a une part de mon corps qui bah, voilà, ça me donnait l'info. Bah, moi, je ne la sens pas vibrer du tout. Par contre, à l'endroit où cet oiseau est en train de chanter, là, je perçois la limite de mon être. Donc là, on ne peut pas bouger. Sinon, ce que je ferais, c'est que je me déplacerais pour que vous entendiez ma voix se balader et que vous essayiez de sentir à quel endroit vous m'entendez. Je vous invite à le faire. Je ne sais pas si vous expérimenterez la même chose que moi, mais moi, avec ça, ce que j'expérimente, c'est que la limite de mon être, elle n'est pas du tout à l'endroit de la limite de mon corps, de la limite de ce que je pourrais me raconter de moi. Elle est à un autre endroit. Au niveau sonore, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très accessible. Et donc, la frontière qui me limite, eh ben, je vais aller à sa rencontre. Donc, cette notion de frontière, pour en parler, je vais prendre une autre histoire qui m'est arrivée. Un jour, je me promenais avec un ami, on a vu des biches au loin qui traversaient un champ. Elles se sont baladées, puis elles ont traversé le champ. Et quand on est arrivé près du champ, on a vu qu'il y avait des barrières, des barbelés. Et alors pour les biches, ça n'existait pas ces barrières. C'est comme s'il n'y en avait pas, parce que pour elles, traverser la barrière, c'est rien. C'était juste un champ vide. Elles s'étaient baladées, elles étaient chez elles, il n'y avait rien dans le champ. Et si on avait mis des vaches, évidemment, elles auraient été bloquées par les barbelés. Donc en fait, cette frontière, elle va être différente selon comment est-ce que je me considère, selon comment est-ce que je me vois. Donc ça peut être flippant aussi de ne plus sentir la limite de mon être. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vais pas laisser vivre quelque chose en moi. Parce que si je sens à un moment donné que ce que je suis en train de vivre, c'est pas moi, hop, je vais le bloquer. Donc, ces propos, ils ne sont pas super accessibles, hein, ceux que je viens de nommer. Leur propos, c'est juste de se dire, il y a des choses auxquelles je n'ai pas accès par moment, parce que ça serait trop déstabilisant. Et tout ce qu'on peut faire, c'est savoir que ça se manifeste, parce que c'est une zone d'ombre. Donc, par définition, on ne la voit pas. C'est une zone aveugle, peut-être, c'est-à-dire que les autres ne la voient pas, nous, mais en tout cas, nous, on n'y a pas accès. Il faut juste garder à l'esprit que, bah oui, parfois, c'est comme ça. Alors, on continue. Maintenant, on a fait ce voyage un petit peu perché. C'est un peu la fin de ce que j'avais mis dans mon article hein, sur l'empathie. Mais je continue avec vous pour parler de ce qui va se passer au milieu du travail. Parce que la question qui se pose, c'est bah, ok, c'est bien gentil, on a vu tout ça, c'est mignon, c'est intéressant, c'est un petit document boulot. Mais qu'est-ce qu'on va faire du mystère émergent au travail? C'est quoi les conséquences pour le travail? Eh bien, il y en a plein. Et on a passé notre temps à s'ajuster à ça.
Donc, il y a un processus émergent qui est en cours, en interne de chaque personne, en interne de chaque équipe et en externe, à la fois dans le reste de l'entreprise et à la fois dans le reste du monde. Alors, comment est-ce qu'on reste connecté au monde et comment est-ce qu'on favorise l'innovation? C'est un peu la question clé. Et en fait, l'entreprise passe son temps à répondre à ça. Donc, dans l'action, ça va être quoi? Ça va être le mode itératif. Donc, le mode itératif, c'est quoi? C'est je suis dans l'action, je suis en train de vivre les choses et, euh, et puis je prends le temps de percevoir qu'est-ce que ça produit chez mes collègues, sur le monde. Je suis un peu surpris par l'usage qui en est fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc je m'oriente, j'en déduis. Ok, finalement c'est comme ça que ça fonctionne. Et à partir de ça, je peux décider de la suite. Cette boucle, elle est hyper saine parce qu'elle comporte une distinction entre qui je suis et le résultat de mon travail. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre mon ego et mon rôle. Je ne suis pas le résultat de mon travail, même si j'en assume les conséquences. Et assumer son travail, assumer les conséquences de son travail, ça veut dire faire cette boucle. Ça ne veut pas dire j'aurais dû me débrouiller pour que ça marche, je suis nul, j'ai mal fait, je ne suis pas suffisamment impliqué. Non, ça veut juste dire ok, j'observe le résultat, je le perçois dans le jaune, j'en déduis comment ça a l'air de fonctionner ce système et à partir de ça, je décide de la suite. L'avantage, c'est que si je fonctionne comme ça, avec des boucles itératives, eh ben, je suis toujours au contact du monde. Et que donc, effectivement, je peux, par ajustement successif, rester collé à ce qui est en train d'émerger dans le monde et donc faire en sorte que mon travail soit ajusté. En fait, on est dans un ajustement créateur permanent par rapport à ce qui est en train d'arriver. Alors là, on a vu au niveau de l'action. On va se poser la question au niveau de la personne. Donc, OK, il y a un processus émergent qui est en cours en chacun. Comment est-ce qu'on va favoriser l'allant créateur de chacun? Comment est-ce qu'on va favoriser ce qui est en train de traverser chaque personne? Alors, la première chose que je dis là-dessus, c'est que il y a un face à soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre toute l'entreprise. Je ne crois pas ça, en tout cas moi. Je crois qu'il y a quelque chose à faire de soi à soi. En termes de présence, comment est-ce que je perçois le monde, quelle pratique je vais avoir. Moi, j'ai parlé de ma pratique, mais c'est n'importe quoi. Ça peut être de façon générale, ça peut avec quelle communauté, avec quelle régularité je perçois le monde. Ensuite, de la conscience, donc là, c'est les mots qu'on met dessus. Comment je verbalise, comment je me vois fonctionner moi, comment je me décolle de mon ego, comment est-ce que je me vois faire, est-ce que je m'accueille avec tous mes dysfonctionnements, et puis comment en même temps je garde une intention que les choses bougent et petit à petit, eh ben, ça change. Et comment est-ce que j'actualise ma quête existentielle? Voilà, j'avais un projet de vie, c'était de faire ça. Moi, j'ai été champion du monde de canoë quand j'étais jeune. Heureusement que j'ai changé de quête existentielle, parce qu'à l'époque, tout ce que j'avais envie, c'était d'être un champion à 16-17 ans. Il y avait que ça qui comptait dans ma vie. Et puis finalement, ça n'a plus aucune importance. Et même aujourd'hui, la compétition, je ne suis pas sûr que ça soit porteur de valeurs très saines entre adultes. Pour des ados aussi, pas mal, mais pour des adultes, je ne suis pas sûr. Donc il y a une actualisation à faire autour de qu'est-ce qui m'habite en ce moment et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qui j'ai envie de devenir au service de quoi. Et puis l'autonomie, ça fait aussi partie du face à soi. Comment est-ce que je décide par moi-même? Comment est-ce que je décide par moi-même, même si les autres autour de moi ne sont pas tous en train de prendre la même décision que moi, ne sont pas tous d'accord avec ma décision? Comment est-ce que je décide par moi-même sans chercher à demander l'autorisation? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est bien une bonne idée? Alors, une fois qu'on a fait ça, il y a des responsabilités réparties, je crois, entre ce qui est de la responsabilité des membres de l'entreprise et de l'entreprise. Côté membre de l'entreprise, il y a une responsabilité extrêmement importante qui est de ressentir la tension entre ce qu'il vit et son idéal dans son travail, ce qu'il aimerait vivre. Et ça, il n'y a que la personne qui peut le vivre. Personne d'autre que lui ne peut percevoir qu'il y a un décalage. Personne d'autre qu'une personne qui fait le travail ne peut se rendre compte qu'il ne dort plus la nuit, par exemple. Donc, si vous voulez avoir un certain équilibre vie professionnelle, vie privée, n'attendez pas de votre employeur qu'il le fasse pour vous. C'est juste pas possible. Même si la loi le lui demande de faire en sorte que vous ne soyez pas sous stress, ce que je trouve bien, n'attendez pas qu'il y arrive parce qu'il n'a pas les moyens en fait, de le faire. Chacun doit se coltiner. Quelles sont mes tensions, quels sont mes élans, quelles sont mes douleurs qui font que j'ai envie que mon job se passe différemment et comment, avec ces élans, cette motivation ou ces douleurs, eh ben, je vais pouvoir tenter des choses avec les autorités, les pouvoirs que j'ai, avec les collectifs auxquels j'appartiens, pour les réduire.
Du côté de la structure, il y a une responsabilité hyper importante qui est d'accueillir les tensions des membres et de les utiliser comme de précieux signaux faibles. C'est-à-dire que si on veut rester ajusté au monde dans l'entreprise, au monde externe et au monde interne, à la fois les gens, les équipes, les clients, eh ben, il va falloir qu'on se serve de tous les canaux d'information qu'on a. Et dans les canaux d'information qu'on a, il y a les gens qui perçoivent des choses. Donc, si on met en place un système qui accueille des tensions des membres et qui les utilise, ben, banco, c'est bon, ça va fonctionner. Le cercle APOD, là, agir, prévoir, percevoir, s'orienter et décider, il va tourner, il va créer quelque chose de chouette. Ensuite, on s'intéresse à l'équipe. Donc, OK, chacun va donner vie à son propre processus émergent, on vient de le voir, mais alors comment on fait ensemble? Et comment est-ce qu'on reste connecté à chacun? Alors, l'équipe, c'est le lieu de l'altérité par excellence, c'est-à-dire qu'on est au contact de quelqu'un d'autre. Dès qu'on est dans une équipe, comment on fait pour l'entendre quand on est au travail et quand il y a du stress. Là, je donne des précisions techniques de comment faire, alors que les autres viendront plutôt dans la suite de la présentation, mais j'y reviendrai tout à l'heure, dans la deuxième moitié de la conférence. Dans cette moitié-là, ce que je dis, c'est qu'il y a un travail empathique à faire, un travail émotionnel quand on est en relation avec les autres. Je prends un exemple. Quelqu'un qui arrive vers moi plein de stress et qui me dit, hier, tu as présenté ça, c'est lamentable et vraiment, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Moi, j'avais fait tout ce travail-là qui n'a pas été reconnu. Voilà. Je perçois son stress quand il arrive. Je perçois sa colère qui s'est déclenchée en ma présence et peut-être même de mon fait. Là, je prends un exemple, c'est déclenché de mon fait. Et ça s'est passé dans notre équipe. Qu'est-ce que ça me fait quand il me dit ça? Ça, c'est la première chose à faire. C'est-à-dire que l'empathie, elle prend sa source dans qu'est-ce que je suis en train de vivre moi. Et vraiment, je m'adresse à des managers, là, donc ça va être important de, de surtout considérer que si vous ne passez pas par qu'est-ce que ça me donne à vivre à moi, vous n'êtes pas en mesure d'avoir une quelconque relation empathique avec la personne, vous n'êtes même pas en mesure d'avoir une relation. En fait. Vous pourrez juste avoir des contrats. Pour moi, on n'est pas encore dans de la relation. Donc, c'est d'écouter le stress de l'autre et de percevoir mes propres limites. Peut-être que là, il débarque et j'ai pas du tout envie d'en parler. Peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me renvoie une image de moi qui est insupportable et je suis pas du tout d'accord pour parler de ça. Ou alors, j'ai pas le temps. Ok, ce qui s'est passé hier, il l'a mal pris, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé, mais j'ai pas le temps d'en parler maintenant, j'ai pas envie. Et donc, est-ce que je vais être capable de choisir suffisamment sereinement une réponse suffisamment bonne? J'ai utilisé 2 fois le mot suffisamment exprès, parce que de toute façon, ça ne va pas être bon. La réponse ne sera pas bonne et moi, je ne serai pas vraiment serein, mais je le serai peut-être assez. Et là, c'est ça qu'on va viser. Est-ce que je vais être capable de prendre cette décision ou est-ce que je vais me faire soit embarquer par lui et donc je m'adapte à ce qu'il est en train de faire et je m'ajuste et je me fais embarquer alors que j'ai autre chose à faire maintenant, par exemple, ou est-ce que je vais juste projeter sur lui, oh bah lui il est comme ci, il est comme ça, et puis voilà, puis je vais rester sur l'incertitude. Alors là, j'en ai parlé au niveau négatif, mais ça peut être au niveau positif, c'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un qui a un enthousiasme fou, qui a envie de se lancer dans un gros projet, et alors moi, c'est pas le moment, quoi. Je vais avoir, enfin bon, pour plein de raisons, c'est pas le moment. Donc, comment est-ce que je vais être capable, ou pas, de me décoller de l'émotion de l'autre, de prendre ma place, et à partir de ça, de rentrer en relation avec lui en incarnant une personne relationnelle que j'ai envie d'être, c'est-à-dire en incarnant une personne que j'ai envie d'être et qui rentre en relation d'une manière qui me convient suffisamment. Ça, c'est le travail empathique. Donc, on voit qu'il y a vraiment d'abord une boucle sur soi, percevoir les choses pour soi, et après choisir, OK, qu'est-ce que je décide avec cette personne? Alors, dans la relation d'aide, il y a une compétence à la relation d'aide et je crois qu'en tant que manager, mais aussi en tant que collègue, il y a plein de choses qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, et que vous avez déjà, c'est un apprentissage d'aider sans infantiliser l'autre, sans le critiquer, sans l'effacer. Donc, aider l'autre, c'est pas donner du conseil. Moi, j'ai un problème de chaudière en ce moment. Donc, j'ai un expert qui est en train de venir et qui va m'expliquer ce qu'il faut que je fasse. Il me donne des conseils. Bon, on va dérouler ce qu'il va me dire. Je vais pas discuter beaucoup. Je vais essayer de comprendre un petit peu ce qu'il me raconte. Mais voilà, il sait. Il y a une autre façon de conseiller, c'est quand on est déjà passé par là. Moi, j'ai de l'expérience, donc je peux t'expliquer, ça c'est le mentoring. Je suis passé avant toi. Bon, la situation a changé. La personne qui débute n'est pas la même que celle qui était là avant, mais ça peut quand même apporter plein de choses bien. Et puis le dernier, c'est apprendre à proposer un mode de coaching, c'est-à-dire s'intéresser à ce que vit la personne, s'intéresser aussi à ce qu'elle dit. On a fait la différence tout à l'heure entre ce qu'elle vit et ce qu'elle dit, essayer de bien voir les deux.
l'aider à clarifier ce qui est en train de se passer. Ah, c'est énorme hein, comme impact. Si vous faites ça déjà, moi quand je suis superviseur de coach, quand je me suis formé pour être superviseur, ce que j'ai appris, c'est que statistiquement, c'est 60 à 75% de l'aide d'un coach. Ça consiste à s'intéresser à ce que dit la personne et l'aider à clarifier d'après les retours que font les clients. Humble, mais ça fait aussi qu'il ne pèse pas sur nos épaules un truc énorme. Ensuite, l'aider, si possible, à repérer ce dont elle aurait besoin pour fonctionner d'une manière qui lui convienne plus. Et puis, parfois même, répondre à ce besoin. Voilà. Moi, j'ai une formation qui dure 4 jours que je fais avec des collègues de ces gens où je les aide à apprendre à faire ça. Et c'est des professionnels de l'accompagnement, déjà, c'est des gens qui sont dans l'accompagnement social. N'empêche que c'est quelque chose qui n'est pas appris entre collègues. Et je pense que c'est utile et que c'est nécessaire. Alors, on continue avec une compétence qui est la compétence d'ouverture. Alors, la compétence d'ouverture, c'est quoi? C'est apprendre à accueillir le vécu émotionnel de l'autre. Donc, repérer ses propres limites. Peut-être que si j'ai quelqu'un qui pleure dans mon bureau, ça va dépasser mes limites. Mais à un moment donné, on touche tous nos limites. Moi, je suis intervenu un jour à un endroit. La veille, ils avaient fait un cas interné de force, quelqu'un qui se tapait la tête contre les murs, qui était en sang, et qui voulait en finir. Ben, ils avaient tous dépassé leurs limites. C'était d'une telle violence qu'ils ont vécu avec un collègue qui connaissait parfaitement qu'ils avaient dépassé leurs limites. Ensuite, savoir dévoiler son vécu émotionnel professionnel, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais donner à voir de ma vulnérabilité? Là, on fait bien une grosse différence entre vulnérabilité et fragilité. Hein. Dans le domaine social, il y a le mot vulnérabilité qui est mal utilisé selon moi. C'est-à-dire que je préfère appeler fragilité quelqu'un qui est en danger de se briser, en fait. Alors que vulnérabilité, c'est le fait de risquer d'être touché, d'être impacté par la situation. Et est-ce que je vais choisir de nommer ce que je suis en train de vivre ou de rester dans une espèce de masque, on va appeler professionnel, mais en fait un masque humain parce qu'il n'y a pas d'émotion, parce que c'est plus sécurisant pour moi. Et moi, là, je ne vous donne pas d'injonction, hein, je ne vous dis pas faites ci, faites ça, faites ce que vous voulez. Mais par contre, observez ce que ça donne et choisissez en fonction de ça. Et puis, connaître le lien entre l'ouverture et l'estime de soi, c'est-à-dire assumer la conscience de soi, assumer voilà qui je suis au travail, voilà comment je suis perçu par un tel, et moi, je me perçois d'une manière différente. L'estime de soi, c'est vraiment l'énorme moteur qui fait qu'une personne va se sentir en confiance, pas en confiance, et va vivre les choses très, très différemment. Alors, on a fait l'action, on a fait la personne et on vient de faire l'équipe. On passe sur la structure. C'est la fin, je vous rassure. OK, il y a un processus émergent en cours. Mais alors, comment on va réussir à produire quelque chose? Parce que là, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, si on arrive à faire un groupe de thérapie, c'est bien beau, mais avant de faire une prestation qu'on va pouvoir vendre à quelqu'un ou un produit qu'on va pouvoir vendre à quelqu'un, ça va prendre du temps. Alors, on regarde ça. Et ce que je nomme, c'est que le processus d'harmonisation, on a besoin de l'avoir aussi dans l'entreprise, de la même manière. Et donc, on doit avoir des rituels de prise de décision qui permettent à chacun de maîtriser comment les décisions vont être prises et lui permettre de maîtriser son environnement. Ça va être le cadre qui sécurise chacun, en fait, qui crée de la confiance, en sachant comment les choses sont faites. Par exemple, le partage intuitif et intellectuel de la vision, de la raison d'être, de l'ambition, de la mission. Mettez le mot que vous voulez, mais qui nous allons être au service de quoi? Comment est-ce que ça s'est créé? Est-ce que c'est un seul qui pense pour tout le monde? Est-ce que c'est créé ensemble? La liberté des autres à essayer. Celui-là, je l'ai laissé en noir. Pourquoi? Parce que c'est super difficile et c'est vraiment clé. Quand il y a une idée novatrice qui débarque, elle paraît, si elle est vraiment novatrice, hein, elle paraît stupide, elle paraît décalée, elle paraît bête. Comment est-ce qu'on va s'autoriser à utiliser des idées qui nous paraissent stupides? C'est-à-dire, sur le moment, on n'en est pas dans le qui me paraît, on n'a pas ce recul. Hein. Donc, sur le moment, c'est comment on va s'autoriser à essayer une idée stupide, parce qu'il y a un membre de l'équipe qui y croit. Donc ça, c'est le consentement. Ça va être la confiance éclairée dans le fait de contrôler quand même que les choses se passent, mais en même temps de faire confiance aux autres, le courage, l'engagement et la gestion de l'exigence. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce deuxième point, qui est aussi en noir. Pourquoi? Parce que ce que j'ai observé des lieux où il n'y a pas de gestion de l'exigence, c'est que ça génère des jeux psychologiques, en fait. Ça génère des besoins de manipuler l'autre, de le séduire, de l'influencer, de faire en sorte qu'il arrive à faire ce dont on a besoin.
parce qu'on a quand même besoin que ce soit fait. Donc, il faut que la gestion de l'exigence soit gérée d'une manière ou d'une autre, et soit répondue, en fait, qu'on ne laisse pas les gens à subir euh, dans l'impuissance totale le fait que quelqu'un ne fasse pas son job. Si on se retrouve dans cette situation, ce qui est inéluctable entre humains, il y a un moment donné où on se retrouve dans cette situation, et bien quand on se retrouve dans cette situation, il faut avoir une réponse à apporter. Et ensuite, il y a la notion d'agilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se réorganise au fil de l'eau ou pas. Est-ce que c'est tous les 18 mois, tous les 3 ans, toutes les semaines, tous les mois? Est-ce que la prise de pouvoir est favorisée et monitorée? Si on veut que les gens donnent de la vie à leur élan créateur, il va falloir favoriser la prise de leadership. Est-ce que la vision est actualisée, la raison d'être, l'ambition? Et puis, quel est le pouvoir des acteurs là-dessus? Est-ce qu'ils sont acteurs sur l'évolution de ces éléments structurels? Voilà. Alors, maintenant, j'ai fini un peu sur l'entreprise, mais il y a quand même une culture sous-jacente qu'il faut regarder. Il y a deux grosses façons de considérer les humains en entreprise, d'après McGregor. D'une part, on va considérer l'humain comme étant égocentré. Il cherche sa pomme, en fait. Il cherche à se faire un bel environnement pour lui. Dans ce cas-là, l'entreprise va développer un environnement assez contrôlant. Ou alors l'entreprise va considérer que l'humain est plutôt engagé et créatif, et elle va avoir tendance à développer un environnement plutôt basé sur la confiance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que McGregor, il a fait des études, c'est un sociologue, et il est arrivé à la conclusion qu'en fait, il ne savait pas, il n'a pas réussi à démontrer que les humains étaient plutôt égocentrés ou engagés et créatifs. Par contre, ils s'ajustent à leur environnement et leur environnement les crée. Donc, ce sont des prophéties autoréalisatrices. Je crée un environnement basé sur la confiance, je vais avoir globalement des gens plus engagés et plus créatifs que si je crée un environnement basé sur le contrôle. Et je crée un environnement basé sur le contrôle, je vais avoir des gens plus égocentrés, plus orientés sur leurs pommes, qui vont plus chercher à passer à côté des règles. Voilà. Donc, vous choisissez l'ambiance que vous avez envie de créer pour votre équipe, la façon dont vous avez envie de les considérer. Mais c'est intéressant de se poser cette question. On ne se la pose pas souvent, mais par contre, comme elle sous-tend tout, c'est une idée qui est vraiment claire, qui est vraiment utile de clarifier, pardon. Et ça peut être aussi en vous observant dans votre comportement, vous pouvez vous dire, ah ben non, là, vu comme je suis en train de mettre du contrôle dans tous les sens, c'est que finalement, je n'arrive pas à lui faire confiance. Ou alors, comment je vais faire? Si j'ai envie d'être quelqu'un qui fait plus confiance, comment je vais faire pour lui faire plus confiance? Voilà, ça vous alerte, ça vous met en questionnement. Le sens de tout ça, le sens de toute la présentation que je viens de faire, on est un peu sur la fin là, c'est l'efficacité humaniste. Moi, j'ai été champion du monde de canoë dans ma jeunesse, alors j'en garde peut-être un rapport à l'exigence un peu particulier, mais au-delà de ça, j'ai été aussi RH de beaucoup de gens, et j'ai jamais rencontré quelqu'un en échec professionnel qui était bien dans ses baskets. Je crois que ça va ensemble. Je crois qu'il y a une voie du milieu là à expérimenter, un équilibre à trouver entre l'efficacité et le bien-être, et que si on veut être bien, il faut aussi qu'on soit efficace, parce que sinon, c'est pas si facile à vivre que ça. Et donc là, je pose une question, c'est juste une hypothèse pour la beauté du geste. Et si la sérénité, c'était simplement l'absence de stress? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de bien-être au travail, de bonheur au travail. Et là, je propose une définition du bonheur qui serait l'absence de stress, l'absence de tension. Ces moments où on arrive à vivre dans des moments où globalement tout va bien. Et en fait, ça apporte une réponse à la définition du stress au travail de l'Agence européenne de la sécurité et de la santé au travail. Eux, ils disent que le stress apparaît quand il y a un décalage entre ma perception de ce qu'on attend de moi et ma perception des moyens que j'ai pour y répondre. À ce moment-là, si j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de moi, j'ai l'impression que je ne peux rien faire, je vais commencer à être stressé. Et bien donc, on inverse ça. Et on se dit, alors du coup, la sérénité, elle apparaîtrait quand? Elle apparaîtrait quand une personne réussit à vivre dans un équilibre entre les attentes auxquelles elle décide de répondre, son pouvoir pour mobiliser des ressources et pour apporter cette réponse, et sa capacité à accueillir les résultats des décisions qu'elle a prises pour choisir de la suite. Donc sa capacité à faire ses cycles et ses apprentissages ajustements. Ce qui est fantastique, c'est que là, il y a beaucoup de clés qui sont centrées sur la personne. Les attentes auxquelles elle décide de répondre, c'est très différent de ce qu'elle perçoit, des attentes qui pèsent sur elle. Donc c'est elle qui décide de répondre à des attentes.
son pouvoir de mobiliser des ressources plutôt que ce qu'elle perçoit des ressources qui sont disponibles et sa capacité à s'ajuster. Donc, ça peut peut-être marcher. C'est une hypothèse un peu, hein, parce que ça demande beaucoup aux gens. Ça demande aux gens une capacité d'autonomie, une capacité de choix, de liberté, de responsabilité au sens je réponds à la situation et je refais un cycle qui n'est pas si évident que ça. Donc, je ne dis pas que c'est la bonne solution, c'est celle qui est visée par contre. C'est une situation où les gens ne vont plus subir. Voilà, c'est ça que je vise. Alors pour conclure, je pose une question qui est une question que j'adore, qui est en quoi je participe à quoi. C'est pas très français. Grammaticalement, c'est pauvre, mais alors par contre, c'est hyper puissant. Et pourquoi je la pose? Parce qu'en fait, moi, j'adore vivre dans un environnement collectif où on se pose cette question en permanence. Et en permanence, on est en train de se demander, mais finalement là, juste maintenant, Jean-Luc, pendant que tu es en train de faire cette conférence, en quoi est-ce que tu participes à quoi? Alors moi, j'ai ma réponse. Je participe à produire du questionnement pour des managers qui vont se questionner autour de l'empathie, autour de comment ça va fonctionner. Je participe aussi à créer un environnement professionnel professionnalisant où ceux qui ont envie peuvent se former euh, avec des collègues, avec moi. Donc ça, c'est comment je participe et je participe à un monde qui est un monde dans lequel j'aurais plus envie de vivre en fait. Un monde qui ressemble plus au monde dans lequel j'ai envie de vivre, qui serait un monde où on prenne soin les uns des autres sans se, sans se faire prendre en otage les uns par les autres parce qu'il y en a un qui vit du difficile. Voilà, j'arrive au bout. Bravo d'avoir tenu jusqu'ici et merci et à bientôt. Hop, au revoir.